Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sébastien Chabal. Bonjour Julien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien. De bon matin. De bon matin, mais c'est bien. La journée appartient aux gens qui se lèvent tôt. C'est ça. On enregistre cet épisode tôt, le matin, effectivement. Il est quoi ? Il est 8h ? Bon, ça va, c'est pas trop tôt. Non, ça va, c'est pas trop tôt. On est au sud du Portugal. Ouais. Jamais j'aurais cru enregistrer un épisode déjà avec Sébastien Chabal, premièrement. Et puis deuxièmement, au sud du Portugal, improbable. Comme quoi, la vie est bien faite. Voilà, première fois que tu viens ici. Ouais, voilà. Exactement. Donc on est là, rapidement pour avoir un peu de contexte, on est là pour un tournage sur l'une de mes activités, on va dire. Ouais, et un de mes partenaires. Et un de tes partenaires, voilà, qui s'appelle Iri Jardin. Et du coup, on en profite pour enregistrer un épisode avec grand plaisir. Et je suis très heureux de recevoir Sébastien pour un épisode particulier du coup sur le podcast, puisqu'on va parler investissement évidemment, on va parler entrepreneuriat, on va parler sportif de haut niveau, on va parler après-carrière. De la vie en général. De la vie en général, vue par Sébastien Chabal, vécue par Sébastien Chabal, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de vécu à raconter, c'est ça qui est intéressant. Donc merci déjà d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Et est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être, ou pour faire un petit rappel, voilà, te présenter, représenter un petit peu qui tu es. Ouais, alors Sébastien Chabal, aujourd'hui j'ai 44 ans. Je suis marié, j'ai 2 filles. J'ai fini ma carrière de sportif de haut niveau de rugbyman en 2014. Donc ça va faire 8 ans au mois de juin. Le temps passe vite et aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me définir. Je dirais que je suis multi-entrepreneur et un petit peu investisseur. Voilà. Ok. Tu peux nous parler de cette période, de ta première carrière, on va dire, sportif professionnel. Ouais. Déjà, comment tu es venu au rugby ? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça ? Alors, ce qui m'a poussé au rugby, alors je suis arrivé là un peu par hasard. Je suis arrivé là à l'âge de 16 ans, un peu sérieusement, et je vais mettre sérieusement entre beaucoup de guillemets. En fait, j'ai essayé pas mal de sport quand j'étais gamin, mais je ne suis pas issu d'une famille de sportifs du tout. En fait, j'ai pas accroché. Donc je préférais faire de la mobilette et faire des bêtises avec mes camarades. Et à l'âge de 16 ans, avec les copains de mon village, on voulait faire une activité, donc on a été au club de foot. Et en fait, cette année-là, il n'y avait pas d'équipe junior dans notre village, donc on a été dans le village d'à côté, il y avait une équipe de rugby, donc on a joué au rugby. En fait, c'était pas tant le sport qui était important, c'était le fait de se retrouver, de partager des moments et de s'amuser. Donc du coup, on s'est embarqué dans ce petit club à Beauvallon, dans la Drôme, et puis la vie a fait le reste. Voilà, je me suis rapidement aperçu que j'avais quelques qualités et j'ai eu la chance, j'ai fait 3 saisons dans ce petit village et après je suis parti, j'ai fait 10 km et je suis allé dans le grand club du coin qui est à Valence. Je suis allé jouer en junior parce qu'il m'avait remarqué et là j'ai eu la chance de jouer avec le petit frère d'un joueur qui jouait à Bourgoin, qui était pro, Alexandre Chazalet. Et lui venait voir son petit frère jouer et m'a remarqué et a dit au manager de Bourgoin, il y a un jeune qui est à Valence, qui est pas mal, on pourrait peut-être l'essayer. Et donc du coup, c'est fait comme ça. Je suis arrivé par hasard à l'été 98 à Bourgoin, sans savoir trop ce qu'était le professionnalisme, sans savoir trop ce que j'allais faire, sans plan, sans... En fait, c'était pas un rêve de gamin. Moi, j'arrivais là, c'était super. En fait, moi, je bossais à l'usine, je faisais les 3-8. Je suis tourneur-fraiseur de formation. Et en fait, quand je suis arrivé à Bourgoin, ils m'ont filé un boulot, donc je faisais à mi-temps. Et puis, je m'entraînais. 98, c'était le début du professionnalisme. Donc, j'ai pu raccrocher les wagons assez rapidement. Et la première saison, je fais une dizaine de matchs. Et puis après, c'est parti, quoi.
Donc c'est là que finalement tu passes le cap du sportif vraiment amateur, tombé finalement par hasard dans le rugby, à vraiment un sportif professionnel. Donc j'ai l'impression que ça s'enchaîne quand même assez vite finalement. Ouais, ça va vite parce que j'arrive en 98 à Bourgoin, je te dis, je fais une dizaine de matchs, je me mets au pli parce que la première année, je joue un peu en espoir et puis un peu en première. En espoir, on faisait encore beaucoup de bêtises et beaucoup la bringue. Et des fois, sur ton chemin de vie, tu rencontres des gens qui sont extraordinaires. Le manager de Bourgoin, c'était Michel Couturas. Et il m'a laissé me tromper, il m'a laissé m'égarer. Et de temps en temps, il me reprenait par la main et il me faisait comprendre que j'avais peut-être quelques qualités pour faire un petit bout de chemin au haut niveau. Et j'ai eu l'intelligence de le comprendre. Et donc, j'ai ralenti le rythme de la bringue pour accélérer celui des entraînements. Et ça a pas mal marché. Donc, combien de temps t'es resté à Bourgoin ? Je suis resté 6 ans à Bourgoin. Je suis resté 6 ans à Bourgoin, de 98 à 2004. Donc là t'en vivais, t'étais salarié du club. Oui, la première année, quand je suis arrivé, je touchais 2500 francs. Ouais. J'avais une voiture et un appartement et je bossais à mi-temps à l'usine. Donc la vraie valeur était dans la voiture, l'appartement au final. Exactement. C'était surtout ça. Et les 2500 balles, ça te permettait de bouffer et de payer 2 ou 3 tournées aux copains. Et voilà. Et puis la deuxième année, donc voilà, j'ai signé mon premier contrat pro, 10 000 francs. C'était déjà énorme. Je crois que je gagnais plus que mon papa à l'époque. Quasiment 10 000 francs pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est 1 500 €. Quoi. Exactement. À l'époque, c'était peut-être un peu plus. Ouais, ça fait à peu près ça, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis après c'est enchaîné. Donc en 2000, je commence en équipe de France. Là aussi un peu par hasard, parce que j'avais certainement fait des choses assez bien sur le terrain, mais encore une fois, moi l'équipe de France, c'était loin de moi. C'était pas une volonté de ta part en fait. Non, mais je connaissais même pas tous les joueurs de l'équipe de France. Donc je me rappelle être arrivé, c'était pas Marcoussis à l'époque, c'était au Château Ricard. Je suis pas sûr que je connaissais tous les joueurs avec qui j'allais jouer. C'était quand je me retourne aujourd'hui, c'était un peu. C'était un peu incroyable, et puis voilà, et puis après c'est parti. Donc j'ai fait 6 ans à Bourgoin. Le rugby donc se professionnalisait, il fallait de plus en plus de moyens pour les clubs, et Bourgoin est un village, et Bourgoin avait un bon budget, mais ne pouvait plus jouer les premiers rôles. Donc, Et toi, tu commençais à prendre de la valeur finalement avec ces sélections en équipe de France, c'est ça Mais c'est même pas prendre de la valeur, c'est même pas qu'il pouvait. Moi, je voulais gagner des titres, je voulais rester au plus haut niveau, et Bourgoin ne me le permettait peut-être plus, donc j'avais besoin d'un nouveau challenge. Peut-être que je m'étais peut-être que j'étais dans un cocon, il fallait que je me remette en danger pour progresser. Et mes 2 dernières années à Bourgoin, c'est Philippe Saint-André qui entraînait. Et lui part en Angleterre. Et il savait que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Moi, je voulais partir à Toulouse. Ça va te faire plaisir. Ah oui. Parce qu'à l'époque... On t'aurait bien vu à Toulouse d'ailleurs, avec plaisir. Non, mais parce qu'à l'époque, c'était... Alors, ils sont revenus au premier plan aujourd'hui. Ils ont eu quelques années dans le ventre mou, même si le ventre mou à Toulouse, ça a toujours été en haut de l'affiche. Mais c'était le club qui faisait rêver tous les gamins. Et puis, ils m'ont pas appelé, donc je suis parti en Angleterre. Je suis parti en Angleterre et j'ai vécu une aventure assez incroyable parce que je me suis mis en danger déjà. Je parlais pas la langue, quasiment pas. J'arrivais dans un club et dans un championnat que je ne connaissais pas. Mais j'ai fait confiance à Philippe, qui avait déjà passé une dizaine d'années en tant que joueur et entraîneur à Gloucester. Il m'avait dit, tu verras, c'est fait pour toi, ce championnat est fait pour toi avec tes qualités, et on va construire une grosse équipe, et puis on va faire des grandes choses. Et puis j'ai bien fait de le suivre, on a été champion d'Angleterre la deuxième année, on a été très 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 fort. Donc voilà, c'était une expérience qui m'a construit aussi personnellement, humainement. Ça m'a poussé à m'ouvrir, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, donc d'aller vers les autres, de parler, d'échanger, et c'est vrai que cette expérience à l'étranger a été une vraie plus-value pour le joueur que j'étais, mais aussi pour l'homme que je suis aujourd'hui. Donc là, tu t'es épanoui finalement, plus les années génial. passées, plus c'était génial, tu t'épanouissais. Et en termes du coup de rugby pro, là on se parle d'autres sphères après, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus important en termes de rémunération, de visibilité. Est-ce que c'est là que tu as commencé à gagner en visibilité vraiment ? Non, oui et non. Non, la visibilité c'est la Coupe du Monde 2007. Ouais. Je devais déjà avoir, quand je suis parti en 2004, j'avais déjà peut-être 15-20 sélections en équipe de France. Donc dans notre petit carré du rugby, les gens me connaissaient. C'est la Coupe du Monde 2007 qui fait que tous les médias cherchent un étendard ou un porte-drapeau. J'ai été choisi
pour plein de raisons qui n'étaient pas forcément des raisons sportives, parce que j'ai jamais été le meilleur joueur, et c'est resté là, et c'est resté même 15 ans après, c'est ce qui est un peu t'étais au Racing à ce moment-là? T'étais arrivé au Racing? 2007, non, j'étais encore en Angleterre. T'étais encore en Angleterre? Non, j'étais en Angleterre. D'ailleurs, mais après, c'est pas ce que je cherchais, moi. Mais j'ai eu la chance que ça me tombe dessus, j'avais presque 30 ans. Ouais. Donc j'avais une famille, j'avais des enfants, j'avais de l'expérience. Donc je suis resté, je pense, les pieds sur terre. Je pense que je suis encore resté quelqu'un d'assez normal. Donc voilà, mais oui, le rugby en 2007 était complètement pro. On s'entraînait 2-3 fois par jour, presque comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui ils en font peut-être un peu plus ou avec un peu plus de précision, mais oui, on était vraiment des athlètes de haut niveau. Donc là, ça laisse pas de place à autre chose à côté. C'est focus rugby, entraînement. Pas forcément, parce que moi j'ai toujours regardé. Alors moi j'ai eu un camarade tout le long de ma carrière qui était Lionel Nallet, même si on s'est séparés, car moi je suis parti en Angleterre, lui est parti à Castres, mais après on s'est retrouvé au Racing, on s'est retrouvé au Loup, on s'est toujours vu en équipe de France. Et on a toujours regardé à côté. En fait, moi, je savais pertinemment qu'après le rugby, il allait falloir faire quelque chose d'autre. Il allait falloir aller travailler. Je l'avais fait avant de commencer à jouer. Donc même si j'ai gagné beaucoup d'argent par rapport à une personne normale, je savais que ça suffirait pas pour m'asseoir dans mon canapé et aller jusqu'à la fin de mes jours. Et en plus, je le voulais pas. Quelle tristesse, c'est pour ça que j'ai fait quelques investissements immobiliers d'abord, parce que c'est le plus simple quand tu as du fric et que tu n'as pas beaucoup de temps, alors que quand tu as du fric et que tu n'as pas beaucoup de temps, tu te fais avoir, donc tu apprends. Ouais. des fiscs, des machins, des trucs qui sont miraculeux, mais il y a eu 14 intermédiaires au milieu, ça tu le sais pas, et à la fin la valeur du bien est divisée par 4 et le coin il est juste pourri, donc quand tu le revends, tu bouffes tout, mais j'ai pas pris beaucoup de risques en fait, c'était pas des gros investissements, et sur la fin de ma carrière, quand j'étais au Racing et quand j'étais à Lyon, j'avais monté une boîte avec mon beau-frère qui concevait et distribuait et vendait des équipements sportifs. Aujourd'hui, cette boîte existe encore, c'est mon petit frère qui la gère. J'ai eu la chance en 2007 de rencontrer des professionnels du textile, donc on a lancé une marque de textile. Alors, vu que j'étais encore en pleine activité, que j'étais en Angleterre, j'ai pas voulu rentrer au capital. Donc Rockfield, on peut la citer. Rockfield, ouais, parce que j'étais encore vraiment en plein dans ma carrière, donc j'ai signé un contrat de licence de marque de 10 ans, et en 2019 j'ai racheté la marque, voilà, parce que ça faisait 5 ans que j'avais arrêté le rugby, et alors quand j'ai arrêté le rugby en 2014, j'avais un peu de temps pour moi, donc j'ai passé 2 ou 3 ans à faire plein de choses, à rencontrer plein de gens, à m'investir personnellement, pas forcément financièrement, dans des projets, à les accompagner, mais c'était surtout pour comprendre, pour apprendre, pour regarder ce qui était le business, comment ça marchait, ce qui pouvait aussi m'intéresser. Et un jour, je me suis posé, j'ai regardé tout ça, tout ce qui était devant moi. Il y avait beaucoup de choses, parce que je suis assez curieux et j'aime bien regarder. C'est d'ailleurs toujours un peu risqué quand on est curieux de trop s'éparpiller. Ouais, c'est le bordel. Hein. Moi, c'est le bordel dans ma tête, hein, même encore aujourd'hui, même si je me freine. Et je me suis posé, et je me suis dit, voilà, il faut faire des choix. Donc, qu'est-ce que tu fais et en fait, Rockfield est rapidement arrivé tout en haut de la pile, parce que la marque a été super bien construite, il y avait des bases solides, il n'y a pas grand-chose qui avait été fait en développement, et donc il y avait du potentiel. Donc, j'ai dit, bon, allez, on le rachète. Hop, ça on l'a racheté, je l'ai racheté avec deux associés. Okay. Avec une personne qui gérait la marque, qui était déjà là, Tony, et j'avais eu la chance de croiser Eric Marie qui m'accompagnait sur d'autres projets, qui lui est issu des grands groupes, donc un gestionnaire qui comprend bien tous les périmètres d'une boîte, et donc on s'est dit, ben allez, on y va. Donc on a racheté tous les trois, on a fait appel à un family office pour nous aider à racheter la boîte. Et depuis 2019, on essaye de travailler
de travailler cette marque, de la faire grandir. Voilà, on l'a racheté, elle faisait 6 millions 7. En 2 ans et demi, on est passé à 11 millions avec 2 ans de pandémie, donc c'est pas mal. Ouais, Ça veut dire qu'on s'est pas trompé. Il y avait des bases qui étaient très solides. Maintenant, voilà, on continue, on essaye de continuer à la faire grandir. Vous avez des magasins on a des magasins propres, on a des franchises. Ouais. Combien de magasins là, du coup, en France? Alors nous, on a 5 magasins en propre, Ouais. on a 15 franchises aujourd'hui, on va en ouvrir 5 ou 6 cette année, et on a à peu près entre 350 et 400 revendeurs. Okay. C'est des magasins multimarques, généralement de centre-ville ou de périphérie. Et en ligne, vous faites un peu de business, ou c'est comme les enseignes un peu retail, toujours 5-10% du chiffre, ou vous faites plus que ça en ligne? En ligne, on est assez fort, ouais. En ligne, on fait 30% à peu près de notre chiffre d'affaires, donc c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Mais notre stratégie... alors on parle d'omnicanalité, mais généralement quand on parle d'omnicanalité, c'est le web qui est vraiment au centre et qui tire. Nous, le web est au service de nos magasins multimarques. On a vraiment une stratégie qui les aide et nous, vu on est plutôt bon, enfin Tony est plutôt bon sur le web, ça nous sert à écouler un peu la cam que nos clients en B2B n'ont pas vendu en fin de saison. Donc en fait on se sert de ce système pour pouvoir faire grandir Rockfield et que personne ne soit lésé en fait. Et aujourd'hui aucun de nos clients ne se plaint de notre site internet, ce qui est souvent le cas. Il y a souvent une opposition entre le web et les revendeurs physiques, et aujourd'hui on a réussi à faire quelque chose qui fait que tout le monde se sert. Ça, c'est un sujet intéressant ce que tu dis, parce que, bon, comme tu le sais, j'ai un autre podcast qui traite du monde de la franchise, donc je rencontre des réseaux de franchise, et souvent, le nerf de la guerre, il est là. C'est est-ce que le site cannibalise le business des magasins, ou est-ce qu'il appuie le business des magasins, ou est-ce qu'il leur donne du business incrémental, et quel est le modèle économique qu'il y a derrière. Et c'est vachement important, en fait, d'avoir un modèle économique clair là-dessus, si tu veux embarquer tout un réseau vers le même endroit. Et bon, voilà, t'as été capitaine d'équipe, je le sais. Et dans le commerce, de toute façon, plus on te voit, plus tu vends. Donc que tu sois présent, plus on te voit sur le web ou plus on te voit sur le physique, plus les gens reconnaissent ta marque et plus les gens ont envie d'aller la découvrir et plus les gens l'achètent. Donc voilà, moi je pense pas qu'il y ait d'opposition, parce que je crois pas au fait que les gens, tout le monde achète en ligne sans essayer. Je crois qu'on aime quand même bien toucher le produit, on aime quand même bien le voir, on aime bien l'essayer, et je pense qu'il est vraiment ces deux business sont vraiment complémentaires. En tout cas chez nous on le voit, c'est vraiment complémentaire. Mais on est parti de toute façon d'une période où il y avait que du retail. Après on est passé sur allez, on met tout sur internet, et le retail il y en a plus. Et puis maintenant on se rend compte que les retailers rachètent des pure players, les pure players rachètent des retailers, ou se développent en pure player, ou se développent effectivement. Tu prends dans le vélo, il y a Alltrix qui s'est fait mais Amazon qui ouvre des boutiques physiques. Oui. Je pense que c'est l'exemple le plus criant, le plus flagrant du fait que ces deux réseaux de distribution se servent les uns les autres. Ouais, carrément. Donc voilà, aujourd'hui l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc 2007, la création, c'est ça tu disais, de Rockfield. Donc là, on va dire que t'es à l'apothéose de ta carrière. C'est là où les fameux matchs contre les Blacks, etc. C'est là où vraiment la Coupe du Monde. Je suis encore en pleine activité et je suis plutôt performant sur le terrain. Ouais, donc là c'est tout feu tout flamme. Et là, quand par exemple tu rentres dans Rockfield, tu te projettes déjà à la sortie ou pas du tout? Tu te dis ok, je prends ce qu'il y a aujourd'hui. Non, parce que c'est un univers que je connais pas. De textile, mais pas du tout. C'est quand même un univers qui est assez complexe. Et je rentre pas au capital parce que je me dis que je sais pas si je vais vouloir faire ça plus tard, tout le temps. Et donc c'était de pas rentrer au capital, ça me donnait aussi beaucoup de liberté. Voilà. Toi, tu trouvais ton compte finalement? Oui, c'était très bien. Moi, je prenais des royalties. C'était top. J'avais mon mot à dire, qui n'était pas toujours écouté. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai racheté la boîte, parce que je voulais vraiment plus mettre mon empreinte autant sur l'aspect business, sur l'aspect collection, mais aussi surtout sur l'aspect RH. Voilà. Moi, les hommes sont très importants pour moi et c'était pas forcément la priorité des propriétaires d'avant, parce que c'est ce que je dis à tout le monde. Nous, on a un management qui est plutôt vertical et pas horizontal. Je crois que ça c'est aujourd'hui tout le monde le comprend, mais les uns sans les autres, on n'est pas grand-chose. Moi, j'ai grandi sur un terrain de rugby et c'est le sport qui est le plus criant ou le plus parlant. Voilà, si les gros font pas le boulot, les trois quarts n'ont pas de ballon, ils marquent pas, et si les trois quarts marquent pas, les gros gagnent pas les matchs.
Si on peut résumer ça comme ça, et je crois que dans une boîte c'est pareil. Alors c'est sûr, il y a des gens qui doivent prendre des décisions, qui ont des responsabilités parce qu'il faut faire des choix, et quand il faut faire des choix, il faut qu'il y ait des personnes qui les fassent. Mais on voit que dans une boîte, quand il manque un maillon ou un élément, eh ben, tout se grippe ou tout s'arrête. Donc ça, moi, je fonctionne vraiment comme ça. Il n'y a pas de personnes qui sont plus importantes que d'autres. Tout le monde est important et tout le monde est primordial et capital dans notre équipe. Et ça, tu t'en es rendu compte, j'imagine, au fur et à mesure que tu gagnais en maturité aussi sur ces terrains-là, les terrains de l'entrepreneuriat, les terrains du business. Je m'en suis rendu compte. Non, mais je m'en suis rendu compte sur le terrain de rugby. Enfin, c'est ce qui m'a construit, c'est ce que je te disais, tu vois, ma période en Angleterre, le fait de s'ouvrir, de parler, de pas avoir d'a priori, parce que quand on dit tu vas jouer chez les Rosebifs, dans le rugby, il y a quelques animosités, quoi. Et moi, quand je suis arrivé à Sale, le deuxième match, les supporters, déjà c'est des supporters, en France, je pense qu'on a plus de spectateurs, ont tous le maillot et chantaient la Marseillaise. Ah ouais. Tu dis, putain, on m'avait dit que je partais chez les cons, et en fait, ces mecs sont géniaux. Après, ils ont une mentalité différente, hein, et dans le business, ils ont une mentalité qui est différente. Mais quand ils sont attachés à leur club, ils sont attachés à leur club. Voilà, que ça marche pas, ils chantent, ils te supportent, ils te poussent. C'est un peu moins notre mentalité en France. C'est vrai. Et donc voilà, mais c'est toutes ces expériences de sport qui m'ont fait comprendre que ce que je t'ai dit, c'est qu'on est tous importants, on a tous une place. Juste pour la petite anecdote, en fait, moi, quand je jouais en France, moi, je suis pas endurant. Je n'ai pas cette qualité intrinsèque. Oui, on avait une discussion sur la VMA, les tests VMA. Mais ouais, moi, j'ai pas cette qualité intrinsèque. Ouais. Et quand j'étais en France, les mecs, mes préparateurs, mes entraîneurs, me pointaient du doigt et pensaient que je travaillais pas assez. Alors que je pense avoir toujours très bien travaillé. Et donc, on appuyait toujours sur mon point faible. Alors que si je commençais à marcher ou si on me faisait jouer le week-end, c'est que j'avais quelques qualités. Et quand je suis arrivé en Angleterre, très rapidement, le préparateur physique m'a dit, il m'a dit, on va faire comme ça, on t'a pris parce que tu avais cette qualité, t'es fort, t'es rapide, t'es puissant. On sait que t'es pas endurant, mais c'est pas grave. On sait que tu l'auras jamais, que tu seras jamais au niveau des autres, du top du troisième ligne, mais à côté de toi, le 6 et le 7, ils peuvent jouer pendant 4 jours, ils peuvent courir pendant 4 jours. Donc c'est une somme en fait, c'est une somme de force, c'est une somme de faiblesse, et il faut essayer de faire la moyenne la plus élevée possible. Putain, mais le jour où il m'a dit ça, mais ça m'a enlevé une chape de plomb. Mais un truc, il valorise tes qualités. Alors qu'en France, on appuie souvent sur tes points faibles. En fait, c'est la mentalité nord-américaine et anglo-saxonne. Typiquement, on t'encourage quoi qu'il arrive. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, et on appuie sur. Et on sait pourquoi tu es là. On t'a pris, c'est pour tes qualités, on t'a pas pris pour tes défauts. Ouais. Sinon, c'est complètement con. Mais quand on te le dit, que tu es encore un gamin, tu vois, j'avais 25 ans, 26 ans, enfin, je sais plus. Mais quand on te le dit, alors que ça te ronge le cerveau, parce que quand tu es en France, on t'appuie tout le temps dessus. On te dit, travaille pas assez, il faut travailler plus. Et là, c'est incroyable. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la boîte, moi, c'est ce que je dis. Je dis, on vous prend à des postes parce que vous aimez faire des choses, parce que vous avez des qualités pour certaines choses. Il y a des choses que vous aimez pas faire, mais dites-le. Dites ce que vous aimez faire, dites ce que vous aimez pas faire. Alors, vous n'allez pas faire que du bon. C'est pas possible dans la vie, ça marche pas comme ça. Mais on essaye d'équilibrer un maximum et de vous faire ce pourquoi vous aimez, ce pourquoi vous êtes bon. Et voilà, on essaye de fonctionner comme ça. Ok. Puis ça prend toujours plus de temps aussi d'essayer de faire des choses à quelqu'un pour lesquelles ils sont pas forcément doués ou qui n'ont pas d'aptitude, parce qu'au final, ça sert à rien. C'est souvent une perte de temps et tout le monde se fatigue. Oui, et puis tout le monde, et puis à la fin, ça marche pas. Non, au bout d'un moment, ça marche pas. Ça marche pas, et en plus, c'est souvent au détriment des qualités qui sont plutôt favorables, quoi. Exactement. Donc là, ok, on va dire que tu vis tes meilleures heures. Comment tu le vis, toi, personnellement, au niveau de la famille? Tu commences à prendre plus de place au niveau médiatique. Comment ça se passe dans ta tête? Ça se passe pas mal, parce que je suis en Angleterre en 2007. Ouais. Donc, je suis encore assez protégé. J'ai vu à la sortie de la Coupe du Monde que Sébastien Chabal est sorti vraiment du carré du rugby et que beaucoup de monde me connaît. J'ai vécu une ou deux scènes qui étaient assez dingues. Mais comme quoi, par exemple? Non, mais parce que quand on a fini la Coupe du Monde, moi je suis rentré chez moi, j'avais voir ma famille, et donc je passe 2-3 jours dans la Drôme, et on va faire les magasins avec mon épouse. Et là, d'un coup, devant le magasin, mais 100, 200, 500 personnes. Ah ouais.
Et là, tu te dis, ok, je comprends. Et là, tu dis, comment je vais m'expliquer? Tu dis, ah ouais, ça fait, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, même si je l'avais vu. Mais je pensais, comme un peu tout le monde, qu'à la fin de la Coupe du Monde, hop, fini, on ferme le rideau et c'est terminé. Et la vie allait reprendre comme avant. Et ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc le fait d'être en Angleterre, ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Ça m'a protégé. Et après, comme je te disais, j'avais une certaine maturité. Voilà, j'avais 30 ans en 2007, donc voilà, j'avais un peu d'expérience. J'avais ma femme et mes filles. Elle le vivait bien, elle? Non, pas très bien. Ouais. Non, mais moi non plus. Hein. Enfin, je le vivais pas très bien. Je le prenais parce que de toute façon, je pouvais pas faire autrement. Les gens, dans leur immense majorité, sont bienveillants, sont gentils. C'est juste que quand t'es en famille, des fois, t'aimerais bien être un peu tranquille, même s'ils te viennent juste te demander une photo ou un autographe. Ça peut vite être un peu intrusif. Oui, et puis la personne qui le fait, elle, c'est un acte, mais toi, c'est là que toi, tu prends le cumul de toutes les personnes, quoi. C'est ça. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes jamais. Donc non, je l'ai pris comme c'est venu, en fait. J'ai essayé de le gérer au mieux, en me protégeant, en nous protégeant, et en essayant de rendre un peu à ce public qui était là, qui nous a soutenus et sans qui on n'existerait pas. Donc voilà, j'essaye de faire cet équilibre même encore aujourd'hui. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien être chez moi. Je suis assez casanier, donc ça va. Avec le temps, on s'adapte. Et là, donc du coup, comment tu exploites cette image? Est-ce que c'est des propositions qui arrivent à toi à ce moment-là? Ou est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Comment ça se passe? Est-ce que tu te dotes d'un agent qui vend ton image? Ouais, alors quand ça arrive en 2007, ouais, c'était un peu tout nouveau pour moi, même un peu dans le rugby en général. Il y avait eu Fred Michalak en 2003 qui avait eu un peu ça. Là, ça me tombe dessus, donc ouais, je prends une agent, la sœur de l'attaché de presse de la Fédé, qui faisait ça. Donc elle gère un petit peu, mais parce que c'était que des appels entrants en fait. Parce que moi je voulais pas faire ça, moi j'étais sportif de haut niveau et je voulais continuer à jouer au rugby sans que ça me pollue. Donc elle a fait un peu ça, elle m'a escroqué, elle m'a piqué 500 000 balles. Donc aujourd'hui je gère ça tout seul. Ouais, je gère ça très bien. La vie est plus simple comme ça même. Ouais. Parce que c'est vrai que je pensais que ça allait me protéger. Alors je parle même pas du fric, ça c'est une mauvaise aventure. Vu que je veux pas faire ça, que je voulais pas faire ça et que je cherche pas à faire ça, c'est plus facile quand les marques rentrent, quand les sollicitations arrivent, c'est plus facile de les traiter directement. Ça va plus vite, tu peux te dire les choses plus franchement, plutôt que de passer par un agent qui va essayer peut-être d'en rajouter ou de te protéger un peu plus. Et puis après, non, voilà, c'est soit tu es content de faire quelque chose ensemble, tu te le dis, tu passes une heure ensemble. Je crois que tu étais là quand on a discuté la première fois sur le partenariat avec Thierry Jardin, ou soit tu le fais pas. Voilà, et puis après c'est fait, on te sape dans la main et on y va. Oui, il y a cette recherche aussi de lien et de sens dans le partenariat et pas forcément de business, quoi. Non, parce que si je voulais en faire un business, je prendrais quelqu'un et je pourrais gagner beaucoup plus de fric. Mais c'est pas ce qui m'intéresse parce qu'on construit rien avec ça. Enfin, je construis pas mon futur. Ça, de toute façon, on le voit, ça s'éteint petit à petit et c'est très bien. Il y a des jeunes qui vont prendre la place et c'est très bien. C'est pour ça qu'à côté, moi, je construis des business, des vrais business. Même si on peut imaginer que c'est un vrai business, que ça me rapporte quand même pas mal d'argent. Des vrais business qui racontent quelque chose, qui construisent quelque chose, qui sont durables, qui sont pérennes. Voilà, c'est avec Rockfield, avec 2-3 autres trucs que je fais. On va s'en parler si tu veux après. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais voilà, donc je le gère aujourd'hui. J'ai des appels entrants, je rencontre des gens. Ça passe pas. C'est même pas une question d'argent. Forcément, à la fin, il y a une question d'argent, mais c'est pas la priorité. Je signe des trucs pour pas grand-chose, où je donne beaucoup de temps et d'images, et je signe des choses pour beaucoup d'argent, où je donne pas grand-chose. Donc c'est vraiment... il n'y a pas de vérité. Voilà. Ok. Donc là, quand est-ce que tu arrives au Racing, du coup ? Je suis arrivé au Racing en 2009. 2009. Ouais. Donc là, juste après Sale, tu arrives au Racing, c'est ça ? Donc c'est le Racing qui vient te chercher ? Alors moi je voulais rentrer et là par contre j'ai toujours eu un agent pour les clubs. Ah ouais, ok. Parce que c'est différent. Négocier avec ton employeur, je trouve ça plus compliqué. Et puis eux sont au courant de ce qui se passe sur le marché, de ta valeur. J'aurais peut-être pas réussi à me vendre aussi bien que ce qu'il a fait. Comment ça marche d'ailleurs ça peut être intéressant pour les auditeurs de savoir est-ce que l'agent il va te chercher la meilleure offre, est-ce qu'il quand même considère vraiment toi ce que tu recherches aussi, parce qu'il y a des clubs où peut-être tu n'as pas envie d'aller, parce qu'il y a des gens avec qui tu n'as pas envie de jouer. Oui, il t'écoute, puis après il écoute le marché.
Et moi, je lui avais dit, Pascal, j'irai jamais à Paris quand je suis rentré d'Angleterre. Ah ouais. Donc, c'est pour Paris, tout club confondu? Je lui avais dit Paris. Ouais. Ben parce que le Racing était encore en Pro D2, il montait. Donc je lui ai dit, moi je veux pas aller à Paris parce que je voulais pas aller dans une grande ville, parce que je voyais un peu, moi j'avais plutôt le côté du Stade Français où c'était compliqué, il s'entraînait à droite, à gauche, donc je voulais pas ça. Et j'ai signé à Paris. Donc comme quoi, hein, il faut jamais dire jamais. C'est lui qui t'a convaincu au final? Hein? C'est lui qui t'a amené les arguments, qui t'a Ben, convaincu? c'est lui qui m'a convaincu, ouais, il m'a dit, ben voilà, c'est pas Paris, c'est la banlieue déjà. Pour ceux qui connaissent Paris, le centre d'entraînement était à Antony. Les joueurs vivaient plutôt à Antony ou à Sceaux. Sceaux, c'est plutôt un truc assez privilégié, assez canon, avec un immense parc, donc c'est pas la vie Paris, c'est la vie d'un village. Et donc voilà, il m'a dit, ben, va aller voir, va les rencontrer, tu verras. Et oui, effectivement, j'étais pas loin d'être comme à Bourgoin. Et à chaque fois, ta famille te suit? Oui, bien sûr, oui, Tout le bien temps. sûr. Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Dès le premier mois, vous emménagez ensemble? Ah oui, dès il n'y le a pas de début. sujet. Ouais, Il voilà. y a pas de sujet. Quand on est parti d'Angleterre, moi j'avais des propositions pour partir au Japon et en Afrique du Sud. Parce qu'en fait, tu pouvais faire les deux pays, les deux championnats quasiment sur une année. En décalé? En Ouais, décalé. ouais. Et mon épouse n'a pas voulu. Avec les filles, elle m'a dit non, la petite est petite. Le Japon, il n'y a que des tremblements de terre. Donc, Tsunami. non mais c'est ça, oui. Non mais c'est vrai, ça a été un peu ça. Et elle voulait rentrer en France. Donc du coup, on l'a pas fait. J'aurais adoré vivre cette expérience, partir 1 an ou 1 an et demi et faire et vivre une aventure en Afrique du Sud et au Japon. Ça s'est pas fait, c'est pas grave. J'ai vécu un super moment au Racing, même si ça s'est pas très bien terminé. Donc voilà. Ok. Et Racing, du coup, tu termines en quelle année? Racing, je fais 2009-2012, je me fais virer au milieu de la dernière saison, parce que j'étais plus en accord avec le manager, donc le président a tranché. Il n'a pas voulu donner le pouvoir au vestiaire, donc c'est moi qui suis passé à la trappe au mois de février, je crois bien. Ok. Et Pierre Barbizier a laissé sa tête à la fin de la saison. Ok. Donc voilà, il Finalement, n'y a pas eu de gagnant. Voilà. Finalement, chacun était logé à la même enseigne. Et là, à ce moment-là, comment ça s'est construit ton patrimoine à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà anticipé l'après-carrière? Tu commençais déjà à en voir le bout Bah alors, je regarde, comme je te dis, je regardais. J'avais pas beaucoup de temps pour le faire non plus, donc je regardais. Je commençais à me douter que Rockfield, que j'allais racheter Rockfield, sans en avoir la certitude, mais de par ce qui se passait dans la boîte et de par comment elle était managée et gérée, surtout humainement, j'étais plus du tout en ligne. Donc il y avait un vrai problème qui faisait que c'était soit j'arrêtais ou soit je continuais. Et après, j'avais la chance d'avoir gagné un peu d'argent, de continuer d'en gagner en vendant mon image, donc de ne pas être pressé. Et ça, c'est un vrai luxe. Ouais. Le fait de ne pas être pressé, c'est ce que je disais. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai passé 2 ou 3 ans sur mes économies, à regarder, à prendre le temps, et ça c'est... Oui, finalement, tu avais déjà créé une partie d'une richesse, après il Ouais. suffisait de l'arbitrer, de Oui. l'investir d'essayer de l'investir correctement. Donc voilà, et je suis arrivé... j'ai eu un ou deux sujets immobiliers assez gros. Tu peux nous donner un exemple? C'est intéressant d'avoir des chiffres. Ouais, moi je suis de Valence, et il y avait un sujet en entrée de ville, un petit retail park, qui était, on va pas dire abandonné, mais pas loin. Pourtant, entrée de ville, sortie d'autoroute. Avec des belles enseignes? Non, le bâtiment, c'était l'emplacement. Les D'accord, enseignes n'étaient pas géniales. Même les 3/4 du bâtiment n'étaient même pas loués, étaient vides. Et là, du coup, j'ai croisé un marchand de biens, un promoteur, qui faisait ça tout seul. Et du coup, on s'est associés. Parce qu'il y avait 30 000 mètres carrés à développer derrière. Ah ouais. Donc je suis parti sur un gros sujet. Ouais, sur un des premiers sujets immobiliers. Un gros bout, ouais. Ouais. Et en fait, on a monté tout le projet. Ça s'est pas fait parce que il y avait des réseaux, notamment de gaz, qui passaient dessous le terrain. Et financièrement, économiquement, ça passait pas. L'économie le modèle économique était pas là. Et donc, du coup, moi, j'ai racheté le bâtiment.
Enfin, on avait déjà racheté le bâtiment, donc moi j'ai racheté le bâtiment, je l'ai réhabilité, et aujourd'hui il y en a à peu près 4500 mètres carrés de commerce. Ok, donc Ouais. là, tu as mis des enseignes dedans. Là j'ai mis des enseignes, on est en train de construire la dernière tranche, parce qu'il y avait le SAV d'une grande marque d'électroménager que je ne citerai pas, qui était là, à qui appartenait le bâtiment historiquement, qui avait encore son SAV, ça n'avait plus de sens. Donc on les a déménagés, j'ai acheté un autre bâtiment ailleurs, dans une zone artisanale. On a retapé le bâtiment pour eux, on les a installés là, et du coup, là, on est en train de voilà, les travaux de la dernière tranche, on refait 600-700 mètres carrés, en attaqué, vont être livrés cet été. Donc là, 4500 mètres carrés, Ouais, c'est ça? à peu Ok. près. On se parle de quoi en termes d'enveloppe à peu près, en termes de montant d'investissement global, quand tout finit? En montant d'investissement global tout fini, on doit être à 5 millions à peu près. Ouais, donc déjà, tu capitalises quand même, tu commences à capitaliser déjà pas mal, Ouais, finalement. ouais, ouais. Tu vas chercher du levier, j'imagine, au bien niveau sûr. de la banque, Ah oui, bien forcément. sûr. Voilà. Oui, oui. Donc intéressant. C'est quoi les ratios d'apport qu'on te demande à peu près là, sur ces projets-là? Les ratios d'apport, alors ça, parce qu'on a acheté le bâtiment en 2015 et en 2016. Le bâtiment, on a dû apporter. Putain, c'est loin. J'ai fait plein de bêtises entre temps. On a dû apporter 10 ou 15%, Ouais, pas ok. plus. Ok. Mais après, tu lèves la dette. Et sur un bâtiment, on a acheté ça quand on a dû acheter ça à peu près 3 millions. Là, on a fait 1,5 million de travaux, on doit être à peu près 5 Ouais. millions d'investissement. Ouais, ok. Bon. T'as en tête le loyer? C'est quoi le rendement que t'as sur ce genre de projet? Je dois avoir 14% de rendement à peu près. 14% brut? Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, ça Ouais, tourne, c'est bien. ça tourne. Sans trop de vacances pour le coup? Vacances locatives Non, zéro? aucune vacance. Ouais. Aucune vacance. Non, mais on en parlait hier, hein, tu me disais Ouais. que tu étais l'immobilier commercial, Ouais. pour l'instant tu touchais pas trop parce que la vacance te faisait peur. En fait, c'est la longueur des périodes de vacances qui me fait Ouais. peur, surtout. Et puis ça peut faire des gros budgets. Voilà, c'est ça. Parce que moi j'ai des gros bouts, j'ai des mecs qui ont 600, 700, 800. Donc c'est vrai que quand ils partent, Ouais. ça peut grincer un peu, mais quand tu as l'emplacement dans le commerce, ça reste pas longtemps vide. Franchement, nous là, on construit un bout, on a des demandes de tous les côtés. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je dis dans mon bouquin. D'ailleurs, on répète souvent hein, l'emplacement immobilier, mais c'est vrai en fait. Il y a que ça qui assure une liquidité. Ouais. Il y a que ça qui assure finalement une facilité de location aussi. Oui. Mais il n'y a que ça qui te permet d'être à peu près liquide, Ouais. que ça soit gros ou petit, parce que du fric, il y en a de partout. Ouais. Que le sujet soit gros ou petit. Si tu as l'emplacement, tu trouveras un mec. Bon, peut-être qu'il va falloir que tu décotes un peu ton produit si tu as besoin de cash. Ou Ouais, pour mais plein de raisons, ça va sortir. Ça va sortir. Alors que si tu as un truc qui est super beau, super magnifique au fin fond de la Creuse, ou de l'Ardèche, parce que je vais pas me mettre les gens de la Creuse à dos, moi je suis ardéchois, donc ils m'en voudront pas, ça va être plus compliqué à sortir. Quand tu es en cœur de ville ou en entrée de ville, tu le sais très bien, on en parle, toi sinon tu l'as fait autour de Montauban, Toulouse, tu m'as dit. Non mais c'est clair. Donc du coup fin 2012, c'est ça? Non, février 2012 Tu pars Ouais. Tu pars du Racing? Du Racing, ouais. Là, c'est là que tu décides de revenir un peu... de revenir un peu pas loin de la maison? Bah du coup j'étais en fin de carrière et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on a comme option. Donc j'avais quelques clubs de top 14 qui m'auraient volontiers accueilli et il y a eu ce challenge au Loup à Lyon. Le club avait l'ambition de remonter en top 14, avait des vrais moyens, voilà. Ils ont récupéré le stade de Gerland. Enfin voilà, il y avait un gros projet. Il y avait un président qui avait les reins très solides, qui est le groupe GL Evans, qui ont construit un truc, une machine assez incroyable aujourd'hui. Et donc c'est une boîte d'événementiel qui organise des salons, des exactement. Concerts, Et donc le fait d'aller faire un dernier tour de piste pour aider un club à monter et à s'ancrer dans le top 14, c'était un projet qui était super intéressant. Ça me permettait de rentrer près de chez moi, de rentrer près de ma famille. Mon épouse est de Bourgoin, moi je suis de Valence, donc Lyon c'est assez central. Ça me permettait aussi d'être assez central pour mon futur. Quand tu es à Lyon, tu es à l'aéroport, tu as les trains, tu es sur la ligne Paris-Marseille. Donc c'était un bon compromis, voilà.
Donc j'ai passé 2 saisons assez riches. Voilà, la première où on avait des gros moyens sur le terrain et on s'est fait casser la bouche parce que la Pro D2 c'est compliqué. Et la deuxième saison où on a surnagé un peu sur le championnat et on a fait remonter le club, et là j'ai décidé d'arrêter. Voilà. J'aurais pu continuer mais j'avais plus envie, en fait la tête était plus là, physiquement j'étais encore en forme, j'ai pas eu trop de pète, donc ça aurait pu suivre, mais sur ma dernière partie de saison en Pro D2, c'était compliqué parce que quand la tête est pas là, waouh, c'est un enfer. C'était dur mentalement. Quand t'as plus le plaisir, quand t'as plus l'envie. Donc finalement, j'ai arrêté sur cette note qui était assez géniale, parce qu'on était champion de Pro D2, le club monté, dont j'avais réussi mon objectif, pourquoi on m'avait fait venir. Et arrêter quand t'as plus envie, c'est la meilleure des choses, parce que tu peux être arrêté parce que plus personne veut de toi, parce que tu es blessé, parce que et quand tu arrêtes et que tu n'as plus envie, c'est plus facile de passer à autre chose. Et là, c'est ta décision finalement, et c'est plus d'assumer. Et donc pour basculer, c'est super simple en fait. Tu n'as aucun regret, tu n'as pas de manque. T'as pas de manque du sport, tu as toujours le manque du collectif. Parce que quand tu as passé presque 20 ans à 40 tous les jours, à jouer, t'amuser, faire des conneries, parce qu'on est des grands enfants, hein. Même si on est hyper sérieux quand on s'entraîne, la vie de groupe est parfois très drôle, même souvent très drôle. Ça manque un petit peu, et puis, mais après, la nouvelle vie est tellement passionnante que t'as même pas le temps de te manquer, quoi. Là, tu fais le point, du coup, à ce moment-là tu te poses un peu, c'est ça? Tu fais le point. Tu disais quand même pas mal de temps, tu digères. Ouais. Ce que je te disais au début, je digère. J'ai les moyens de m'arrêter, de prendre le temps, donc c'était cool. Et voilà, et donc je fais un état des lieux. Je me dis, j'ai un peu de fric devant moi. Il y en a qui va rentrer assez naturellement avec la gestion de mon image. Mais c'est pas la vraie vie. C'est pas ce qui est pérenne, et c'est pas ce que j'ai envie de développer. Et donc voilà, donc je décide de racheter Rockfield parce qu'il y avait des fondations qui étaient super solides, parce que les propriétaires avaient construit, c'était des vrais professionnels du textile, donc avaient construit une marque très très solide, mais ils l'avaient pas développée, donc il y avait un gros potentiel. Et je me dis que je vais faire un peu d'immobilier à côté parce que j'ai du cash. Parce que c'est plus facile de faire du mouillé quand t'as un peu de cash, ou d'aller un peu plus vite. Ouais, c'est sûr. Que quand t'en as pas. Et après, je continue d'être curieux, de rencontrer des gens, et j'investis principalement dans des startups. Aujourd'hui. J'ai deux, trois investissements. Tu peux nous citer quelques exemples où tu... Ouais, moi j'ai investi il y a déjà 6 ou 7 ans dans On-Off. C'est Ty Chris, un ancien sportif, qui a monté cette boîte. Voilà, c'est pour avoir un double numéro. Ty Chris, qui était un champion de roller. De roller, ouais. Qui a créé un truc assez incroyable, c'est de dématérialiser ta carte SIM et de la mettre dans le cloud. Alors je vais pas rentrer dans la technique parce que sinon je vais vous perdre et je vais me perdre aussi. Et donc tu peux avoir un double numéro par une appli pour l'itinérance et tout ça. Enfin, c'est assez génial. Et là, dernièrement, j'ai investi un peu d'argent dans une, je sais pas si je peux appeler ça, si c'est une start-up, parce que la boîte, ça fait 15 ans que la personne fait de la recherche et développement sur la molécule de l'eau. Un truc dingue, fou et incroyable. Alors Anthony est parti aux États-Unis pour lancer le projet, mais c'est un truc qui est fou. Voilà, c'est un truc qui agit sur le vivant. En quoi ? C'est de l'électrolyse au diamant de l'eau. Ouais. Mais tu veux, ça va vous parler, parce qu'en fait, lui était dans le business de la piscine. Ouais. Il y a très longtemps, et il a découvert cette techno qui change qui, en électrolysant l'eau avec du diamant, change sa molécule, et du coup agit sur le vivant, surtout sur l'inflammation. Et c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps. Ça fait 15 ans qu'il fait de la R&D avec des plus grands laboratoires du monde, et ça a des actions qui sont juste... Donc quand tu dis sur le vivant, c'est sur l'être humain ? Oui, mais juste dingue. Quand je dis sur le vivant, voilà, c'est sur les plantes, les animaux et l'homme. D'accord. Et là, il y a des résultats de recherche. Il y a une quarantaine de recherches qui ont été faites pendant tout ce temps, et il y a des résultats qui sont en train de sortir là, qui sont fous. Donc voilà, il va sortir un produit. Excellent. Enfin, Comment ça s'appelle ? WEO. W-E-O. Ok. Je pense qu'on va rapidement tous en entendre parler. Mais vraiment, parce que du coup, il lance sur le marché américain à la fin du 2e semestre.
Et après, je pense que ça va arriver en Europe et dans le monde entier rapidement sous diverses formes. Donc voilà, et là, c'est vraiment une boîte à impact. Et ça c'est passionnant. Voilà. Quand on peut donner du sens à ces investissements, je trouve ça génial. Et là, j'ai investi aussi un peu d'argent dans une boîte qui s'appelle Beauty Food, c'est de la mise sous vide en fait des aliments. Mais de la vraie mise sous vide, donc voilà, pour limiter le gâchis, limiter le plastique, et ça pareil, ça devrait sortir en fin d'année ou l'année prochaine. Mais moi, à chaque fois que j'investis, c'est un peu comme pour mes contrats d'image, c'est les hommes qui me parlent d'abord, c'est les projets, voilà, il faut qu'il y ait de l'impact aussi. Je regarde pas que le TRI, c'est pas le plus important, je fais souvent mes investissements au feeling. TRI, c'est taux de rendement interne pour ceux Exactement, pardon. Et je veux pouvoir être utile, en fait. Même si je sais pas faire grand chose, on peut avoir du réseau, on peut avoir des bonnes idées, un peu de bon sens. Oui, tu veux apporter vraiment ta pierre aussi à l'édifice en dehors du chèque. Exactement. Okay. Je veux pouvoir avoir mon mot à dire sans avoir la prétention de dire que j'ai raison, mais je pense que l'échange, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Donc, et je pense que le fait qu'on arrive d'univers différents, eh ben, on s'enrichit les uns les autres, on peut rapporter des expériences diverses et variées qui peuvent servir en business, donc voilà. Et ça, tu investis du coup via une holding patrimoniale, familiale via une holding familiale. Familiale. Donc tu investis toujours avec cette holding toujours aujourd'hui, parce que pendant longtemps ça a été un peu un bordel ma structuration. Parce que au début, c'est vachement important ça, l'organigramme patrimonial. Parce que ah mais c'est capital. C'est un vrai sujet. C'est capital, mais quand tu joues et que tu as une boîte où tout le fric est, tu investis avec cette boîte, et puis après au fur et à mesure tu t'aperçois que c'était pas forcément comme ça qu'il fallait le faire, et puis après pour déconstruire et le reconstruire comme il faut, c'est un peu le bazar, et puis ça peut te coûter de l'argent. Donc c'est ce que j'ai travaillé avec mes conseils et mes avocats depuis 2 ans, et là je suis en train de finir d'organiser tout ça. Donc tu confirmes que s'entourer de partenaires pertinents, c'est capital. Mais de toute façon, on peut le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ouais. Le plus tôt possible, sans dire de travailler vraiment activement, mais d'aller rencontrer des gens dont c'est le métier, de leur proposer notre projet, enfin de leur exposer notre projet, et rapidement, ces gens-là si c'est les bonnes personnes, sont de très bons conseils, sont bienveillants et vont vous guider et vous dire commence par construire comme ça, ce véhicule juridique prend plutôt cette forme, ça te permettra d'atteindre ton objectif, et tu ne seras pas freiné, ou tu n'auras pas tout à changer une fois que tu auras atteint une taille critique, ou une fois que tu veux aller faire tel investissement ou rentrer dans tel domaine. Donc oui, c'est capital de le penser dès le début, même si tu ne mets pas tout en place. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Okay. Je sais de quoi je parle. Non, mais je partage. je partage totalement. Après, on apprend aussi très vite de ses erreurs. Donc, l'avantage, c'est qu'on gagne du temps, des fois, finalement. Ouais. Mais on peut aussi en gagner en amont en évitant des erreurs. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et ça coûte moins, c'est surtout ça coûte moins cher. Après, tous les frottements fiscaux peuvent vite te freiner et t'obliger à rester dans le schéma que tu avais, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Et donc, ça ne te permet pas d'être aussi... comment je pourrais dire... agile que ce que tu aimerais. Ouais, ok. Donc, immobilier. Ouais, un peu. Bon, l'image, ça, on va dire que c'est plutôt du business récurrent, mais tu peux pas construire un patrimoine là-dessus, c'est compliqué. Ça te sert à construire à côté. Donc quand tu me demandais combien d'apports il fallait, oui, voilà, ça va plus vite. Voilà. Ça va plus vite. C'est ton levier, quoi. Exactement. Immobilier, ok. Private equity, du coup, en direct. Pas via des fonds, finalement, mais via une holding familiale. Après, j'imagine que du coup, tu as du placement sur des marchés financiers, etc. Ou non, là... Même pas trop ça. Non, t'es pas sur les marchés. Non, ça me plaît pas. Ok. Et puis j'ai pas trop de fric, j'ai pas trop de liquidité devant moi parce que j'ai investi beaucoup. Ouais. Donc voilà, tout est plutôt placé là. Crypto, tu t'es amusé un peu avec. Crypto-monnaie, tu t'es amusé un peu avec, ou c'est pas tout ton univers, Non, j'aime pas quand je comprends pas. Alors en ce moment, je lis pas mal de trucs autour de la crypto, autour des NFT. Ça me titille un peu, mais c'est un truc qui est complexe. Et justement, je devais avoir un déj avec un mec qui est très très calé en NFT. Voilà, il faut que je rencontre quelqu'un, parce qu'au bout d'un moment, tu trouves toute l'info que tu veux. Tu peux en lire tant que tu veux. Au bout d'un moment, tu as des limites. Enfin, moi, j'ai des limites intellectuelles qui font que s'il y a quelqu'un qui me fait pas un dessin, qui m'explique pas très simplement les choses, parce que quand tu lis, c'est souvent très complexe. Alors que quand quelqu'un te fait un dessin et te fait ça,
Allez, tout de suite, Non, mais plus c'est facile. juste, c'est juste. Donc il faut que j'aille rencontrer des spécialistes pour qu'ils m'expliquent et que je comprenne. Juste pour que je comprenne, et puis après on verra. La blockchain, je comprends. Le NFT, je peux comprendre. Tout ça, après, il y a toutes ces crypto-monnaies qui sont issues de tout ça. De projets de blockchain. Ouais. Mais Ouais. me dire que Pas assez à l'aise aujourd'hui. Ouais, et puis me dire que du Bitcoin, ils sont quasiment tous minés, que dans 20 ans, 100% des Bitcoins seront minés, puis après, et so what? Ouais. Quelle valeur ça va avoir? Est-ce que du coup ça s'arrête, ça s'écroule? Est-ce que ça monte jusqu'au ciel? Il faut que il y a trop d'éléments que je comprends pas. Ouais. Non, mais je comprends. Je partage aussi. C'est important de comprendre dans quoi on investit. C'est mieux. D'avoir une visibilité à moyen long terme. Quoi. Ouais. Et patrimoine, ce qu'on appelle patrimoine résiduel, plutôt investissement passion. T'en as des passions de l'art, les montres, je sais pas si t'as des choses comme ça qui te. Non. Pas... Moi, j'ai un peu d'art à la maison, mais ouais. un peu pas grand chose. Hein. J'ai deux, trois trucs, mais pas grand chose. Mais tu t'es fait accompagner là-dessus Tu t'es fait accompagner là-dessus pour acheter non, parce que là, c'est de la passion. Ouais, c'est de la passion. Et c'est là, je me dis qu'au pire, même si ça vaut rien, alors c'est pas des trucs qui valent. Ça te fait plaisir. Je serais toujours très heureux de l'avoir accroché au mur de la maison. Voilà. Pour l'instant, je fais comme ça et je pense que dans l'art, ça restera toujours comme ça. Alors moi, mon épouse et mes filles sont plutôt des artistes et assez calés là-dessus et ont certains goûts. Donc je leur fais confiance là-dessus. Après non, quand tu dis voilà, c'est du plaisir, c'est de la passion. C'est pas pour faire de la spéculation. Alors c'est bien si tu mets un peu de fric dans une œuvre. C'est aussi bien si elle peut prendre de la valeur, mais c'est bien surtout, moi je dis surtout si elle n'en perd pas. Voilà. Si demain tu la veux plus, tu peux t'en séparer et qu'elle a la même valeur, c'est voilà, tu l'as eu, tu t'es fait plaisir, elle t'a fait plaisir. Ouais, carrément. D'ailleurs, pour ceux que l'art intéresse, je vous invite à écouter un épisode avec Arnaud Dubois. Donc j'ai plus le numéro de l'épisode, mais c'est un épisode qui est sorti juste avant celui avec Sébastien, du coup, qui est très intéressant. Arnaud Dubois, c'est un art advisor. Qui justement accompagne les gens à investir dans l'art. Alors il accompagne aussi des milliardaires à investir, sur des tableaux à plusieurs millions d'euros. Super intéressant, un épisode vraiment passionnant qui nous explique un petit peu comment on peut juger la valeur d'une œuvre d'art, quel est le bon timing pour acheter, pour vendre. Vraiment super, super enrichissant. Donc écoutez ça en tout cas si vous êtes intéressé à l'art. Et sur la partie IMO, Sébastien, je voudrais revenir 5 minutes. Parce que c'est quand même on va dire le moteur de l'investisseur aujourd'hui, c'est quand même l'IMO. En France, on est très 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 immobilier. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui aiment ça. Tu nous as parlé d'un exemple à Valence. Tu peux nous donner d'autres exemples de ce que tu as dans ton patrimoine immobilier aujourd'hui? Tu as de l'habitation aussi? Je sais que tu as un hôtel aussi, non, je crois? Ouais, j'ai un hôtel. Je sais pas si tu as les murs de l'hôtel, par exemple. Si. J'ai les murs de l'hôtel. Mais après, c'est souvent de l'opportunité. C'est souvent comme ça. Hein. Moi, j'ai construit aujourd'hui mon patrimoine qui n'est pas très gros, hein, mais souvent à l'opportunité. Et après, je le sens ou je le sens pas. Et après, un petit peu après, ça c'était avant, un petit peu après, je fais les calculs et je me dis, finalement, c'était pas mal. Ouais, très intuitif, finalement. Ouais, très intuitif. Mais aujourd'hui, je fais les calculs avant. Ouais. En même temps que je me dis, c'est pas mal. C'est un peu mieux. Non, ouais, j'ai les murs d'un hôtel et d'un resto, mais il y a Lionel, Nallet, avec moi. J'ai un bout de terrain que je loue pour du commerce. Et j'ai fait une ou deux opérations, alors je ne sais pas si on peut appeler ça du marchand de biens ou achat-revente, voilà, sur un monument historique à côté de Lyon. Ouais, là, comme tu me disais hier. Ouais, on en parlait hier. Super intéressant. C'est un sujet qui est arrivé par des amis qui avaient racheté ça dans une succession. Et quand, en échangeant, je leur dis, c'était à côté de chez moi, je dis, je veux bien le voir, parce que j'en avais jamais entendu parler. Et c'est un château avec ses dépendances qui était resté inhabité pendant 50 ans, assez incroyable, à 10 km de Lyon. T'as l'impression que le temps s'est arrêté à l'intérieur? C'était fou. Et je leur dis, ça, il faut en faire quelque chose, ça, il faut le remettre sur pied, quoi. Et ils me disent, nous, je leur dis, je vous le rachète. Et là, sans savoir la sortie, en fait, voilà, encore une fois, par mes conseils, voilà, en immobilier, un cabinet qui fait beaucoup de MH et beaucoup d'anciens à Lyon, le cabinet Archimède, là, je leur ai dit, voilà, j'ai ce sujet avec qui vous bossez, il me faut un mec qui monte les projets MH, et puis ils m'ont dit, voilà, il y a Pierre-Jean là, et après derrière il y a toute son équipe, ça faisait 35 ans qu'il faisait ça, et donc il m'a monté tout le projet, on a monté tout le projet, ça a pris un peu de temps parce qu'on a eu le Covid au milieu, parce qu'il faut bosser avec la DRAC, les MH et les monuments historiques, et donc c'est long, mais là voilà, on a commercialisé 80% du sujet, on va attaquer les travaux, là les travaux ont commencé, donc dans 24 mois le château va être réhabilité, va être sur pied, il y aura 35 locataires, il y aura eu 35 investisseurs et derrière 35 locataires, et c'est canon, et c'est fantastique, parce que
Parce que moi, la pierre me parle. J'adore l'ancien, la vieille pierre, je trouve ça magnifique. Là, j'ai essayé de faire un peu de recherche sur l'histoire du château. Enfin, t'as des parties 16, la plus vieille partie, c'est une partie 16e, c'est la ferme. Après, t'as une partie, grosse partie 18e, 17e. Non, c'est canon. Je trouve ça canon. Et discuter avec notre archi des bâtiments de France, qui est une bible, qui est Alain, qui est juste incroyable. À chaque recoin, à chaque pierre, il te raconte une histoire. C'est cool. Et à la fin, on va gagner un peu de fric. Donc. Mais il faut pas se laisser. Quand tu mets beaucoup d'affectif, c'est compliqué. De l'affectif, des fois, tu serais tenté de garder. Alors que là, le sujet, c'était pas du tout à être gardé. Mais des fois, ça peut te faire des conneries parce que tu vois la mariée beaucoup plus belle que ce qu'elle ne l'est. Mais non, là, j'avais compté un peu avant. Mais non, mais c'est super. Vraiment, c'est intéressant, de compter avant, et d'aller sur des choses aussi où il y a même minimum d'affect quand même. Mais il ne faut pas que l'affect prenne le dessus, parce que ça reste du business. Mais c'est super important. Et moi-même, j'investis vraiment dans l'hypercentre de Toulouse, sur beaucoup. Et il y a un vrai cachet, il y a de l'histoire. Tu as des immeubles qui ont 500 ans. Il y a vraiment quelque chose, quoi. Et là, tu te dis, OK, j'achète un bout d'histoire aussi, tu vois. Et on retrouve cette liquidité parce que tu te démarques sur le marché d'un produit, d'une barre des années 60, quoi. Clairement. Ou d'un immeuble neuf d'aujourd'hui. Carrément. Avec quelques problématiques de diagnostic de performance énergétique qui vont avec, etc. sur l'ancien, parce qu'il y a quand même toujours ça, et à mon avis, ça va être compliqué à gérer dans les années à venir. Ça va être compliqué, là. Là, si tu descends pas un peu dans ton DPE, ça va être, tu vas plus pouvoir louer. Ouais, quelques problématiques là, sur des travaux actuellement. Donc, voilà. Il va y avoir des produits sur le marché. Oui, mais on le voit en fait. Il va y avoir des produits sur le marché. Les gens qui ont des biens qui sont très patrimoniaux, dont ils ont hérité, mais qui n'ont pas les moyens de les entretenir ou de les rénover, ils sont cuits. Donc dans 5-6 ans, ils savent qu'ils vont se faire découper. Avant 2025, de toute façon, ils pourront plus louer. Donc, Et petit à petit, ça va mettre des opportunités sur le marché pour des gens comme toi et moi qui regardons. Qui avons envie de les saisir. Donc, OK, chouette. Donc, achat, revente, investissement. Bon, on a à peu près tout passé. C'est super intéressant. T'as investi dans des bureaux, sinon je crois que je suis venu dans tes bureaux à Lyon. C'est c'est un chouette bâtiment, franchement très sympa. Enfin, en tout cas, une belle rénovation aussi. On est pas mal. Oui, là aussi c'est pareil. Il y a un peu de. Je voulais pas me mettre dans des bureaux tout neufs, donc on a trouvé des anciens ateliers des Canuts à Lyon, dans le textile. Donc c'est un bâtiment qui a été tout réhabilité. Moi je l'ai acheté, il était comme ça, donc c'est canon. Mais ouais, c'est vrai que quand tu as fait une ou deux opérations où tu as un peu de patrimoine immobilier, ça me faisait chier de louer mes bureaux. Donc j'ai cherché quelque chose. Carrément. Donc ça fait chier de donner des loyers à un bailleur. Donc voilà, après c'est de la déformation, mais qui est des fois un peu pénalisante. Tu vois, du coup ça nous coûte un peu plus cher que si on avait un loyer. Donc du coup ça peut pénaliser un peu les boîtes. Aujourd'hui les boîtes vont bien. On peut se permettre de payer un petit peu plus de loyer, mais c'est vrai que c'est dur à arbitrer des fois. Et donc nous on a nos bureaux. Moi j'ai des bâtiments à Valence, mais plus entrepôt et un peu de bureau pour une boîte, la boîte d'équipements sportifs. Et là on va attaquer, je vais attaquer les bureaux de toutes mes équipes qui sont basées à côté d'Avignon, aux Angles. Donc on va construire un bâtiment de 1000 m². Donc voilà, le permis, tout est accordé. Les travaux devraient démarrer au mois de juin. Donc mois de juin, et livraison dans 8-9 mois. Okay. On a pris une méthode constructive assez rapide de Romac. C'est comme des blocs à bancher en polystyrène et on coule un voile de béton au milieu. Donc déjà isolé par l'intérieur, extérieur. Comme les piscines Iribloc et les jardins. Mais c'est exactement. Donc isolé par l'intérieur, l'extérieur, des blocs qui doivent faire 35. On avait construit l'hôtel et le resto comme ça, et je trouve que la qualité de l'atmosphère à l'intérieur, déjà les économies d'énergie sont isolation pas mal avec le polystyrène. C'est incroyable, c'est dingue. Et tu te sens bien dedans. Vraiment, tu as vraiment une atmosphère qui est canon. Donc, on construit des bâtiments comme ça. Donc, voilà, je suis assez content. Parce qu'aujourd'hui, mes équipes à Avignon sont un peu à l'étroit, dans 2 bâtiments qui sont à 100 mètres l'un de l'autre. Mais voilà, s'il y a pas... Ça ne crée pas cette cohésion d'équipe, même s'ils sont hyper soudés. Donc, voilà, combien d'équipes, là, du coup on se parle de combien en taille Aujourd'hui, j'ai à peu près 40 salariés. Voilà. Alors, tous ne sont pas... Il doit y en avoir une vingtaine à Avignon. Après, j'en ai une quinzaine dans les boutiques. Enfin, une grosse dizaine dans les boutiques. Et on est 7 ou 8 à Lyon. Ok. Donc, plus le parc de franchisés à gérer. Oui, mais après, c'est pas mes salariés. Oui, c'est pas tes salariés, mais du coup, c'est aussi de la gestion. Ça fait un peu de monde. Ouais. Ça fait un peu Il y a du service à délivrer, quoi. Ouais. Mais après, moi, j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont hyper autonomes, à qui je laisse beaucoup d'autonomie et de responsabilité, et aujourd'hui, ils me le rendent très bien. Donc, c'est ce qui me permet d'être vraiment au-dessus, de les accompagner, d'essayer de leur donner les moyens d'atteindre les objectifs de la boîte et d'atteindre leurs objectifs.
et de me laisser beaucoup de temps pour aller faire tout ce que je fais à côté. Ouais. Voilà, moi, c'était important pour moi. Moi, faire du run, faire du quotidien, je sais pas faire, ça me fait chier. Donc, il y a des gens qui le font très très bien et aujourd'hui, moi, j'ai des équipes qui le font très très bien et qui me donnent cette possibilité d'aller voir ailleurs. Un vrai sujet, la délégation. Un vrai sujet. Ah oui. Pour les entrepreneurs, très compliqué au début, la délégation. Et puis... oui, moi, ça a été facile, ça a été très facile dès le début. Alors peut-être parce que j'ai racheté aussi, mon gros sujet, c'est Rockfield. J'ai racheté une boîte qui était structurée avec des équipes et avec une des personnes à l'intérieur qui est aujourd'hui mon associé. Oui, il y avait déjà des décisions qui étaient prises au quotidien, finalement. Oui, donc ça a été assez simple. Mais je pense que s'il avait fallu que j'y bosse à 100%, même à 200%, et que je fasse tout le quotidien, je suis pas sûr que je l'aurais. S'il n'y avait pas eu des équipes autonomes et sur qui je savais que je pouvais compter, je suis pas sûr que j'aurais fait l'opération. Ouais, voilà. Je comprends. Parce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de faire plein de choses. Mais je crois que j'ai un mec en face de moi qui est un peu pareil. Ouais, c'est ça. C'est toujours difficile de faire des choix. Bon, merci beaucoup Sébastien, c'est super enrichissant. Je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier cet épisode. Je pensais pas t'avoir sur le podcast et franchement, j'en suis ravi. Donc vraiment encore merci. Je te le redirai même encore. C'est le hasard. Voilà. Mais écoute, tu veux un petit mot de la fin pour donner des conseils à des futurs investisseurs ? Non, moi j'aime pas les conseils. Parce que je crois qu'on est tous différents, on a tous des envies différentes. Mais je pense qu'il faut savoir écouter les gens. Il faut savoir écouter les réussites et les échecs. Parce que c'est toujours, on en tire toujours quelque chose. Et je crois qu'il faut faire confiance à l'humain. La confiance n'exclut pas la surveillance et la veille, mais je crois qu'il faut faire confiance en l'humain. Okay. Voilà. Moi, je pars là-dessus. Alors, tu te fais avoir des fois, mais à la fin, normalement, tu t'en sors bien quand tu es bienveillant, quand tu es droit, quand tu es honnête. Voilà, avec le temps, t'apprends, tu vois plus rapidement les coups fourrés ou les gens tordus, mais je pense qu'il faut savoir, il faut donner, il faut garder cette confiance aux autres, en l'homme, et moi, je pars du principe que tout seul, on fait pas grand-chose. Voilà, tout seul, on a vite ses limites. Tu parlais de trouver les bons conseils pour chaque spécialité, c'est capital. On peut pas savoir tout faire. Même en ayant un triple cerveau et en passant ses journées à apprendre, à lire, on peut pas savoir tout faire en profondeur, dans le détail. Il y a trop de complexité aujourd'hui dans tous les métiers. Donc voilà, savoir s'entourer, savoir déléguer, savoir faire confiance, communiquer et voilà, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, donner son point de vue. Voilà, je pense qu'il faut que ça soit une règle de base dans les associations ou dans les boîtes, et faire confiance aux autres. Voilà. Ok, très belle conclusion. Et finalement, ça reste des bons conseils. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Vous pourrez retrouver Sébastien sur Canal Rugby Club. Le samedi et le dimanche. Vous pouvez aussi le retrouver à d'autres endroits. Aux Enfoirés, par exemple. Aux Enfoirés, par exemple. On t'a vu, grand talent d'interprète. Grand talent d'interprète. Ouais. On voit qu'ils te mettent toujours au devant de la scène. Hein. C'est vrai qu'ils te coupent le micro ou pas ? Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Quand il faut chanter, il est pas coupé, mais il est pas très fort. Ouais, il est réduit. Ils mettent Claudio Capéo par-dessus. Mais c'est parce que j'ai une grosse voix, c'est pour ça, je comprends. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Julien. À bientôt. Ouais, ciao. À bientôt. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.